excès d'épargne, demande atrophiée, surproduction structurelle, fragmentation de l'emploi. Les racines des pressions déflationnistes sont mondiales. Mais c'est pourtant dans la zone euro, hors Japon, qu'elles sont les plus pesantes. Pour en prendre la pleine mesure, il faut remonter avant le passage officiel à la monnaie unique et centrer l'analyse sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'évolution des prix hors composants les plus volatiles, produits pétroliers, produits frais, donc en se concentrant sur les seuls composants permanents. La stabilité des prix était le premier des 4 critères de convergence de Maastricht, à respecter pour entrer dans la zone euro. Les mauvais élèves s'alignent sur les bons, et l'inflation sous-jacente tombe à 1,5% au 1er janvier 1999, soit au moment où la BCE entre en action avec comme cible les 2% de hausse générale des prix. Inflation et croissance se raniment avec la fin de la rigueur des critères de Maastricht, à laquelle s'ajoutent toutes les hausses des prix organisées un peu partout avant le coup d'envoi de l'euro fiduciaire le 1er janvier 2002. Depuis, la tendance est nettement à la baisse, excepté 2 parenthèses. L'une entre 2006 et 2008, l'autre entre 2009 et 2011, liée aux effets de second tour, c'est-à-dire aux effets en cascade de la flambée des prix des matières premières sur les produits manufacturés et certains services, notamment de transport. Si ces pressions déflationnistes sont partagées, c'est dans le Sud qu'elles sont le plus exacerbées. C'est de la pure mécanique. Dans un espace dont le cœur bénéficie des effets d'agglomération, concentre les industries motrices et les compétences, et donc les gains de productivité, la périphérie ne peut jouer la carte de la compétitivité qu'en modérant ses salaires et ses coûts. Il y a 30 ans, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la France même, auraient dévalué sans hésiter pour résorber leurs écarts de compétitivité. Ce n'est plus possible. Le verre est dans le fruit. Les gains de productivité globale, qui sont le socle de compétitivité des économies du cœur, condamnent à la modération salariale des économies périphériques. Et comme cette modération pénalise la demande et par ricochet l'investissement, ces économies se spécialisent dans le bas et le moyen de gamme, là où la lutte par les coûts, donc la pression sur les prix et les salaires, est la plus forte. Le piège se referme. Et il est d'autant plus redoutable que l'euro est une monnaie forte. D'après une étude du CEPI, si l'on s'intéresse à la parité d'équilibre vis-à-vis du billet vert, l'euro serait à un niveau juste pour le Portugal s'il cotait 0,91 $, 1,18 pour la France ou encore 1,31 pour l'Allemagne. Or, sur les 10 dernières années, l'euro s'est échangé autour de 1,30 $. Autant dire qu'à l'exception des entreprises des pays du cœur, toutes les autres ont dû compenser la perte de compétitivité prix liée au change par une baisse de leurs coûts de production, c'est-à-dire en mettant toujours plus la pression sur les tarifs de leurs fournisseurs et en comprimant les salaires. À cela s'ajoute, sous commandement allemand, une orthodoxie budgétaire implacable, qui a notamment conduit depuis 2009 à réduire la hausse des salaires dans le public. Outre l'impact de cette modération sur les employés concernés, 18% de l'emploi est public en moyenne dans les pays de l'OCDE, cela a un impact indirect, les salaires publics servant de baromètre pour nombre d'employeurs. Faute de mécanismes de compensation par des transferts financiers suffisamment puissants entre les différentes régions de la zone euro et la possibilité de manipuler les taux de change, le levier des dévaluations internes reste actionné. À l'évidence, il y a dans l'ADN de la monnaie unique les germes qui aggravent les pressions déflationnistes, au plan européen, mais aussi mondial, lorsque l'on prend conscience du poids économique de la zone euro.